C'est un réel plaisir de vous retrouver sur Média TV Afrique pour ce nouveau numéro de Croissance Verte. Merci de nous rester fidèles. Aujourd'hui, nous nous intéressons à la gestion du littoral sénégalais. Une bande de terre agressée par des causes naturelles, tout comme anthropiques. Parmi les causes naturelles, on peut citer l'avancée de la mer, les inondations, la pollution marine et côtière, l'intrusion saline. Pour ce qui est des causes anthropiques, elles sont provoquées par l'action de l'homme. Il s'agit par exemple de l'extraction de sable, des constructions sur les plages et des ouvrages de protection mal conçus, ainsi que de la dégradation des mangroves. Nos reporters sont allés à la rencontre des citoyens qui se mobilisent à travers différentes structures de lutte pour la préservation de leur littoral. Qu'est-ce qui est à l'origine de ces agressions et menaces qui pèsent sur le littoral depuis des années ? Comment se passe ce combat mené par les populations pour sa préservation ? Que fait l'État sénégalais pour veiller à protéger le littoral pour les générations actuelles et futures ? Élément de réponse dans un instant. Et pour en parler sur ce plateau, nous sommes avec Papa Sagne, environnementaliste, chercheur au département de géologie à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup. Merci à vous et on se retrouve dans un instant juste après notre reportage. Il est signé Jean-Paul Ndour et Sanoussi Sani. Omar vit de sa passion pour être heureux, l'amour de l'environnement. En Bon-Lébou, une communauté de pêcheurs vivant sur la presqu'île du Cap-Vert. Il a un rapport privilégié avec la mer et donc le littoral, par ricochet. D'autant plus que la pêche est leur principal gagne-pain. Nous sommes au quai de pêche traditionnel de Ouakam, à l'ouest de la capitale sénégalaise. Un quartier dominé par les collines volcaniques des Mamelles. La matinée est ensoleillée et le président de l'Association des volontaires de l'environnement du Sénégal est plein d'entrain. Pur produit du mouvement associatif, marié et père de 3 enfants, Omar a beaucoup médité au sortir des vacances citoyennes de 2001 pour mettre sur les fonds baptismaux une structure à même de se battre pour la préservation du littoral sénégalais. Aucune norme sur le plan urbanisme par rapport au code de l'environnement qui est respecté. Parce qu'on dit que le littoral doit être occupé, certes, mais par des constructions légères et démontables. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a des constructions légères et démontables? Donc, il y a une violation à ce niveau. Alors, si vous prenez le code de la géologie, les gens, ils font des remblais et puis voilà, pour gagner de l'espace au niveau de la mer. Donc, le code de la géologie est bafoué. Si vous prenez le code de l'hygiène, le code de l'eau, vous allez voir au niveau des polluants organiques persistants. Alors, il y a des caniveaux qui déversent vraiment des eaux extrêmement polluées au niveau du littoral. Selon le défenseur de l'environnement, il y a des articulations entre les conventions internationales et la législation locale. Ce qui lui fait penser que les autorités sénégalaises n'ont pas pris la pleine mesure du danger qui pèse sur le littoral. Il faut qu'on comprenne que la régénération des fonds marins commence par le littoral. Ce n'est pas en haute mer que ça se passe. C'est au niveau du littoral que les zooplanctons et les phytoplanctons régénèrent les fonds marins, régénèrent l'écosystème marin. Et ce sont ces phytoplanctons, ces zooplanctons qui vont, et les poissons qui viennent pondre aussi au niveau du littoral, qui font le repeuplement des espèces fauniques marines. Alors, le littoral a une importance capitale. Il faut comprendre aussi que 60% des Sénégalais vivent sur le littoral. Avec l'occupation anarchique maintenant, Dakar n'est plus balayé par la brise marine. Alors, les conséquences à ce niveau, c'est qu'avec la pollution du gasoil, les gens sont exposés au cancer. Avec une façade maritime de 700 km de côte à l'ouest et 1000 km de rive fluviale à l'est, le président de SOS Littoral pense que le Sénégal devrait être l'attraction du monde entier.
tout ce qui se passe sur le littoral de Dakar, nous le savons. Nous avons une base de données et nous avons quand même beaucoup d'informations au niveau étatique par rapport à cette base de données. Comment on a attribué les baux et qui est sur le littoral, on le sait. Bon, maintenant, le pays a besoin d'apaisement, surtout en cette période de pandémie du Covid-19. Alors, c'est pourquoi quand on a lancé la grande marche du littoral le 19 juin, nous avons parlé d'une manière pondérée à l'autorité en puissance, notamment le président de la République Macky Sall, pour qu'il prenne les mesures idoines pour la gestion du littoral. Et nous lui rappelons ses engagements. Alors, au lieu d'aller vers des audits, parce que la question que SOS Littoral pose est que qui a fait quoi, avec qui il l'a fait, quand il l'a fait, pourquoi il l'a fait et comment il l'a fait. Vous voyez? Et à partir de là, le diagnostic, il est clair. Pour Omar, la question du littoral est une urgence environnementale, d'où la nécessité d'y trouver des solutions. Pas plus tard qu'en 1990, nous avions une forêt ici à Ouakam, entre Ouakam et Liberté 6. Alors, nos parents, nos grands-parents, qu'est-ce qui se passait? Ils venaient pêcher les poissons. Et pendant les périodes de disette, surtout pendant l'hivernage, ils avaient leur champ de culture. Donc, pêche et culture, c'est l'agriculture. Les pêcheurs maintenant, ne sachant plus où donner de la tête, prennent les pirogues pour aller aux îles Canaries et tenter l'immigration irrégulière ou clandestine selon. Alors ça aussi c'est une problématique. L'océan est devenu une hécatombe et je pense que nos gouvernants doivent se pencher sur cette question qui est une question fondamentale. Toujours au quai de pêche de Ouakam, Gora et Abdoulaye rencontrés sont respectivement pêcheurs et marailleurs. Ils sont aussi membres de l'Union nationale des pêcheurs artisanaux du Sénégal. Plus souvent, la pénurie de poissons explique grandement pourquoi beaucoup de nos amis et parents pêcheurs prennent les pirogues pour l'Europe. Quand on était enfant, nos parents nous offraient de l'argent tous les jours, ce que nous ne pouvons plus faire aujourd'hui avec nos enfants. Auparavant, il était impensable qu'un pêcheur veuille rejoindre les Occidentaux. Nous souhaitons que l'État du Sénégal suspende toutes les licences de pêche accordées pour 3 ans. Ceux qui pêchent ici dans nos eaux brassent des milliards de francs CFA pendant que nous continuons à souffrir. Pour acquérir un moteur, nous contribuons à hauteur de 410 000 francs CFA et le gouvernement nous subventionne à hauteur d'1 million. Mais nous pouvons rester 3 mois sans aller en mer à cause des bateaux de pêche. Ça n'a pas de sens. Dans la banlieue dakaroise, des jeunes de différents quartiers tels que Guédiawaye, Yeumbeul, Malika et Tivaouane Peulh, parmi lesquels Sidi, ont décidé de mutualiser leurs forces. À travers leur collectif dénommé Aar Suñu Suuf, Aar Suñu Littoral, ces militants pour l'environnement veulent combattre l'agression infligée au littoral, particulièrement dans leur localité. Cette zone des Niayes, dont une partie est considérée comme poumon vert de Dakar. Ici à Guédiawaye, vous avez vu la dégradation des filaos. Vous avez vu même qu'il y a aussi des agresseurs dus au niveau des sols. Vous voyez chaque jour des charretiers viennent ici prendre le sol. Vous voyez aussi les agressions que nous avons notées au niveau des filaos à travers la bande des filaos. Mais aussi il y a le déguerpissement des maraîchers, des cocotiers, c'est-à-dire que des associations, des GIE qui faisaient des activités de commercialisation à travers les cocotiers, à travers les plantations, à travers la culture aussi maraîchère. Des études ont montré que le littoral, surtout le climat, la végétation qui est au niveau de ce littoral-là, a un impact sur les conditions de vie des populations. Puisque nous avons un milieu bien assaini, un milieu bien aménagé, ça peut impacter sur l'espérance de vie des populations. Aar Suñu Suuf, Aar Suñu Littoral signifie préserver nos terres, préserver notre littoral. Sidi, 25 ans, précise que le contexte de Yeumbeul Nord est tout à fait différent. Ici, c'est 23 hectares qui ont été déclassifiés en septembre 2018 par le gouvernement du Sénégal pour l'érection de complexes scolaires
et de centres d'hémodialyse, entre autres. Cependant, le collectif estime qu'il y a eu détournement d'objectifs. Ce qui était prévu, ce n'est pas ça qui est fait. On a vu qu'il y a un stade municipal qui est en train d'être construit. C'est bien. Les populations yeumbeloises disent qu'il y avait des impactés durant les inondations. Donc on a dit que durant ce déclassement de la zone, que cet espace-là sera asservi pour les impactés des inondations. L'autre partie, c'est pour des infrastructures de base. Les autorités locales de Yeumbeul sollicitées veulent prendre le temps de préparer leurs réponses. Le maire de la commune préfère se prononcer ultérieurement sur le sujet, raison pour laquelle il n'a pas donné suite à notre demande d'interview. À Yeumbeul, l'avancée de la mer préoccupe aussi les jeunes de la localité. On est des natifs de Yeumbeul, on jouait ici au foot il y a de cela des années, il y a de cela 20 ans. On était là, on jouait, je peux dire presque là-bas, il y a de cela des centaines de mètres. Maintenant, on a senti qu'il y a une avancée de la mer qui est due donc, à l'enlèvement de la désertification des 23 hectares qu'on avait octroyés à Yeumbeul Nord. Donc cela a causé donc, à l'avancée de la mer. Et nous ressentons aussi que nos habitats bientôt seront menacés. Cet homme vit dans le quartier depuis 41 ans. De retour de voyage, il a été choqué par la coupe des filaos et dit être prêt à combattre ce phénomène. Mais avancée de la mer, réalité, l'avancée de la mer est une réalité et l'extraction du sable marin l'aggrave. Ça doit être combattu. La mer a avancé de plusieurs centaines de mètres et cet espace appartient à la commune de Yeumbeul Nord. Juste derrière, c'est octroyé à un promoteur privé. L'autre côté appartient à Malika et en face de moi, c'est pour Guédiawaye. 50 ans après, une bonne partie de filao a été rasée. Ensuite, ils vont venir nous parler de reboisement. C'est illogique. La population n'est pas assez consciente de ce qui se passe. Je n'ai jamais entendu des gens en parler, même ceux qui s'activent dans l'environnement. Le gouvernement du Sénégal, à travers le ministère de l'Environnement, a mis en place un dispositif pour faire face à l'avancée de la mer et préserver le littoral. Ce, à travers la construction d'ouvrages de protection côtière. Il y a aussi toujours à Rufisque dans la zone de Diokoul, n'est-ce pas, un mur qui a été construit avec l'appui de l'UEMOA, etc. Dans d'autres localités du Sénégal, comme vers la zone de Saint-Louis, le ministère a testé d'autres approches beaucoup plus écologiques, beaucoup plus souples à travers le réengraissement de certaines plages qui ont été complètement détruites par l'érosion côtière, hein, notamment vers la zone de Dounbabadjei. Hein. Nous sommes en train de réfléchir sur, dans la zone de la langue de Barbarie, où l'État, à travers la coopération avec l'AFD, est en train de mettre en place un mur qu'on appelle le mur de Macron, qui va être installé pour protéger un peu les populations de la langue de Barbarie, qui sont directement affectées par l'avancée de la mer. Une loi sur le littoral, qui avait beaucoup progressé, mais qui, à un moment donné, était mise à l'arrêt suite à la volonté du chef de l'État de revoir un peu notre arsenal juridique qui concerne le foncier avec la mise en place de la commission de réforme foncière. Mais récemment, les autorités ont relancé le processus et cette loi est en cours de finalisation avec l'appui des partenaires au développement. Le littoral est la bande de terre constituant la zone comprise entre une étendue maritime et la terre ferme. Le littoral sénégalais est constitué d'écosystèmes diversifiés et riches, mais il est menacé par la combinaison de l'action naturelle exacerbée par le changement climatique et les effets de la pression anthropique. Érosion côtière, inondations, intrusion saline, pollution marine et côtière, dégradation des mangroves sont entre autres causes qui menacent le littoral sénégalais.
Un reportage signé Jean-Paul Dour et Bachir Baudian. Nous sommes à présent sur ce plateau de croissance verte avec Papa Sagne, environnementaliste et chercheur au département de géologie de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Monsieur Sagne, nous venons de voir un reportage très édifiant sur les menaces qui pèsent sur le littoral sénégalais. Mais cependant, nous savons aussi qu'une très large proportion du produit intérieur brut de l'Afrique de l'Ouest, soit environ 40%, est générée par ces zones côtières, d'où l'initiative de la Banque mondiale et de ses partenaires de lancer en 2018 à Dakar le programme de gestion du littoral ouest africain. En quoi consistait ce programme ? Merci beaucoup. En réalité, il s'agit du programme d'investissement régional résilience des zones côtières ouest-africaines. Vous l'avez dit, donc, c'est un projet qui concerne 6 pays situés en Afrique de l'Ouest. Il s'agit en réalité de la Mauritanie, du Sénégal, du Togo, du Bénin, de la Côte d'Ivoire et Sao Tomé et Principe. Alors, ce projet a principalement comme objectif de renforcer la résilience des communautés qui sont situées dans la zone côtière ouest-africaine ciblée par ce projet notamment. Et donc, permet en réalité de diminuer le niveau d'exposition des populations à l'érosion côtière et aux inondations. Oui, donc, le projet s'inscrit un tout petit peu dans ce cadre. Quel a été son impact dans la gestion du littoral ouest africain ? Bon, en réalité, le projet devrait prendre fin en décembre 2023. Donc, à cet instant, je pense qu'on ne peut pas encore apprécier rigoureusement les impacts qui peuvent, en tout cas, que ça peut venir au niveau de la gestion du littoral. Mais en tout cas, les termes de référence montrent que c'est un projet extrêmement important et qui, vraiment, si les résultats sont attendus, ça pourrait faire beaucoup de choses un peu dans la planification de la gestion du littoral. Le littoral est source d'enjeux, bien sûr, et fait face à de multiples menaces. Pourquoi cela, selon vous ? D'abord, en réalité, il faut comprendre que le littoral, c'est une zone extrêmement importante. Je pense que ça a été déjà dit dans le reportage. Au Sénégal, on constate que à peu près 60% de la population vit au niveau du littoral et que ces derniers également contribuent jusqu'à hauteur de 60% du PIB national. Ils constituent en tout cas un lieu privilégié pour les installations touristiques, la pratique d'activités de maraîchage et de pêche. Également, les installations administratives, industrielles et portuaires se font au niveau du littoral. Ce qui fait que c'est un milieu extrêmement important du point de vue socio-économique. Et donc cela fait que ces opportunités qu'offre la zone littorale fait que les populations se déplacent ou viennent dans ces zones-là se concentrer pour mieux pratiquer leurs activités. Maintenant, le problème c'est que leur réinstallation se fait dans la plupart des cas sans pour autant tenir compte de la dynamique. Et le résultat, c'est la fragilisation du littoral, n'est-ce pas, qui va augmenter un peu sa sensibilité parce que d'abord, c'est un milieu qui est situé à l'interface entre 3 domaines, le continent, l'océan et également l'atmosphère. Et donc, c'est un milieu où il y a beaucoup d'actions et rétroactions qui, en tout cas, déterminent sa fragilité. Donc, si cela s'ajoute maintenant les installations qui ne prennent pas en compte, en réalité, la dynamique, ça aggrave la situation et donc tend à exposer davantage toutes ces activités qui se font au niveau du littoral. Parlons justement de ces installations, nous l'avons vu dans ce reportage, beaucoup de particuliers ont eu à bénéficier d'autorisations pour construire sur cette bande de terre au bord de la mer. Comment l'expliquez-vous, sachant que la zone relève du domaine public maritime ? Oui, là aussi, il faut faire un peu attention par rapport aux définitions de concept entre le domaine public maritime et le littoral. Parce que, en fait, le domaine public maritime, il fait partie du littoral. Il doit être mesuré à partir de 100 mètres à l'est de haute mer et en allant vers le continent. Donc ici au Sénégal, ça a été déjà défini dans le domaine de l'État, la loi 76-66 du 2 juillet 1976, donc qui avait déjà indiqué qu'il ne doit pas y avoir de construction en réalité à titre personnel individuel. Donc ça veut dire que tout ce qui se fait au niveau de cette zone, ça doit être à titre collectif. Voyez, et que ça ne doit pas porter atteinte à l'accès, disons, au domaine public, au rivage. Donc, mais en réalité, c'est un problème qui est purement juridique. Donc, nous, les scientifiques, c'est un peu difficile d'apprécier comment est-ce que ces autorisations ont été délivrées, qui a donné et quand est-ce qu'on a donné. Bon, c'est un peu difficile à notre niveau puisqu'on n'est pas impliqué, mais la seule chose que nous pouvons dire, c'est que ces installations, quand même, doivent tenir compte de la dynamique du littoral.
pour une meilleure préservation de ce milieu. Et nous l'avons vu également dans ce reportage, des populations à travers des associations se revendiquant de la société civile s'organisent pour défendre leur littoral. Quelle est l'efficacité de telles actions? D'abord, il faut comprendre que ça montre qu'il y a une certaine prise de conscience quand même sur la dynamique du littoral. C'est un milieu extrêmement fragile, je l'ai dit tout à l'heure, et qui en réalité contribue jusqu'à hauteur de 60% du PIB national. Ça veut dire que presque tout le monde est concerné par ce littoral. Si vous me le permettez, on peut l'expliquer juste par une activité. Oui. Il s'agit par exemple de la pêche. Alors le pêcheur qui vient de la mer, il amène son poisson. Alors ce poisson, il doit être transporté à l'intérieur du pays. Donc il y a un transporteur qui doit l'amener. Ça arrive au marché, il y a quelqu'un qui le vend. Cette personne également a besoin d'acheter tel. Il y a également quelqu'un qui l'achète pour l'amener chez lui. Ça veut dire que si cette activité est compromise, donc toute la chaîne est affectée. Donc ça veut dire que ça doit être un combat collectif et que les gens doivent d'abord prendre conscience de l'intérêt du littoral pour vraiment multiplier des actions de ce genre. Pourquoi est-ce urgent de veiller à la protection de cette zone maritime? C'est un milieu extrêmement important du point de vue socio-économique. Je pense que sa dégradation ou son instabilité pourrait quand même affecter l'économie nationale. Donc en réalité, si tel est le cas, on est dans l'obligation quand même d'agir le plus vite possible. Et face aux menaces qui proviennent de causes naturelles, l'État du Sénégal, soutenu par ses partenaires, mise sur la construction d'infrastructures de protection des côtes à hauteur de plusieurs milliards de francs CFA, soit de plusieurs millions d'euros. Quelle est l'utilité, leur utilité pour préserver le littoral? En réalité, il y a plusieurs manières de faire face à l'avancée de la mer. Il y a ce qu'on appelle la méthode de retrait, qui consiste quand même à retirer les personnes et les biens qui sont menacés. Il y a également la méthode de la protection, mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il n'existe pas une méthode de protection qui est universelle à toutes les côtes. Je pense que ça doit d'abord être basé sur des études rigoureuses qui permettent de situer des zones beaucoup plus sensibles, les zones moins sensibles et les zones qui ne sont pas trop sensibles. À partir de là maintenant, et il faut comprendre en même temps quels sont les facteurs qui déterminent la dynamique de chaque milieu. Et là, ça vous permettra même d'agir de manière beaucoup plus efficace. Et c'est des méthodes qui peuvent être appliquées dans certaines zones, mais on peut également avoir des conséquences sur des zones environnantes. Parce que, par exemple, si on prend le cas des épis, ça entrave le transit sédimentaire longitudinal, c'est-à-dire parallèle à la côte, parce qu'il y a des déplacements de sédiments qui sont parallèles à la côte. Ces infrastructures les bloquent et donc ça crée un déficit édimentaire de l'autre côté, ce qui fait que le phénomène semble être déplacé dans une autre zone. Et justement, ces infrastructures, qu'en est-il de leur entretien et du suivi de ces ouvrages? Oui, donc ça va un peu toujours dans ce que je disais tout à l'heure. Une bonne étude et planification permettra de voir quel type d'infrastructure vous mettre sur place. C'est-à-dire quel type d'infrastructure sera beaucoup plus adapté à ce niveau. Ça va permettre de jouer un peu sur les coûts d'entretien, parce qu'il y a de ces infrastructures, si vous les mettez tout à l'heure, vous allez les perdre après-demain. Donc il faut un suivi rigoureux de ces infrastructures et de les entretenir avec le temps. L'État du Sénégal, à travers le ministère de l'Environnement et du Développement durable, travaille sur la loi sur le littoral qui est en cours de finalisation. Qu'est-ce que ce texte va changer? Ce texte, normalement, doit changer beaucoup de choses parce que ce qui est, pour le moment, ce que j'ai vu dans le texte, en réalité, ça doit parler d'abord de la gestion rationnelle des ressources, la préservation des ressources et leur valorisation. Également, ça doit lutter contre les extractions frauduleuses de sable qui se font, les constructions de manière anarchique, et donc également, ça doit préserver un certain nombre de ressources au niveau des côtes sénégalaises. Selon les autorités, ce texte, une fois en vigueur, pourrait permettre de s'attaquer aux facteurs anthropiques qui menacent le littoral. Qu'en pensez-vous? Ça doit s'attaquer à certains facteurs, comme on l'a dit, tels que les extractions de sable qui se font, mais ça peut aller également au-delà, en réalité, des facteurs anthropiques, parce que ça peut permettre une gestion rationnelle et une préservation et valorisation des ressources naturelles. Comme perspective, le ministère de l'Environnement, à travers la direction de l'environnement, envisage d'élaborer les plans de gestion intégrés des zones côtières pour les sites non couverts, de faire adopter et mettre en œuvre la stratégie de gestion intégrée des zones côtières et de mettre en place l'Observatoire du littoral, partie intégrante de l'organe du littoral. Qu'est-ce que toutes ces mesures vous inspirent? Je pense que c'est en réalité de très bonnes initiatives parce que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il nous faut obligatoirement un système d'alerte précoce.
Ce système d'alerte va montrer un peu les zones qui sont potentiellement vulnérables ou exposées en tout cas à des inondations, à l'érosion côtière et également à des salinisations. Et quand il y a un événement exceptionnel qui peut bouleverser tout le fonctionnement du littoral et toutes les activités, que l'État soit informé et même les populations qui soient informées à l'avance et à temps pour que les dispositions nécessaires puissent être prises avant qu'un choc ne puisse se produire. Merci Papa Sagne pour cet entretien. Nous rappelons que vous êtes environnementaliste et chercheur au département de géologie de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Merci beaucoup, c'est partagé. Et merci à vous d'avoir suivi cette émission. On se retrouve très prochainement sur Média TV Afrique.